Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, dans le cadre d'une mission pour trouver une solution pacifique au conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, 4 chefs d'État africains se sont rendus à Kiev, une initiative préparée depuis décembre 2022. À 3 mois des élections locales en Côte d'Ivoire, le gouvernement maintient la radiation de Laurent Gbagbo du fichier électoral. Première information donc de ce journal. Attendue depuis plusieurs semaines, la visite de médiation des chefs d'État africains a commencé aujourd'hui avec l'étape de Kiev. Ce sont donc 4 chefs d'État et 3 membres de gouvernement qui se rendront ensuite à Saint-Pétersbourg avec le même message, créer le cadre d'un plan de retour à la paix. Karl Makemba. La médiation africaine annoncée depuis plusieurs semaines a débuté ce matin avec l'étape de Kiev. Ce sont finalement 4 chefs d'État sur les 7 préalablement attendus et 3 ministres qui étaient présents dans la capitale ukrainienne ce vendredi. Dès leur arrivée, ils se sont rendus à Boutcha, lieu très symbolique pour les Ukrainiens, puisque cette ville périphérique de Kiev a été le théâtre de crimes importants au début de l'invasion russe. Ils ont ensuite été conduits place Saint-Michel où sont exposées les carcasses de blindés russes détruits ainsi que des photos de soldats ukrainiens tombés au combat. Plus tard dans la journée, ils ont rencontré le président Zelensky à Kiev. La délégation poursuivra ensuite son périple samedi avec l'étape de Saint-Pétersbourg où elle rencontrera le président Vladimir Poutine. Il faut dire que le voyage a failli ne pas voir le jour puisque le calendrier ne faisait pas l'unanimité au sein des 7 capitales. Si le président Museveni a prétexté la crise de Covid qui l'a frappé, le président congolais a dépêché un ministre après qu'il ait demandé sans l'obtenir le report de la date. Quant au président Sisi d'Égypte, il a évoqué un calendrier incompatible avec ses autres activités. C'est donc une délégation fragilisée qui s'est rendue à Kiev et beaucoup de commentateurs n'espèrent pas grand-chose de cette initiative qui vient compléter la longue liste des précédentes qui ont toutes échoué. En Côte d'Ivoire, une semaine après le dépôt de la réclamation de Laurent Gbagbo auprès de la commission électorale indépendante, le gouvernement s'exprime sur sa radiation du fichier électoral. Condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite de la casse de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'ancien président est radié de la liste électorale depuis 2020. Boris V. Reçu il y a une semaine par le Premier ministre ivoirien, le ministre de l'Intérieur et celui de la Réconciliation nationale, pour évoquer la situation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. La délégation du parti de Laurent Gbagbo insiste et explique que la non-présence sur la liste électorale renvoie à une amnistie à son égard, rappelant que ces questions avaient été réglées lors du dialogue politique l'année précédente. Les recours étant épuisés, pour nous, il fallait envisager une solution politique à ce problème que nous considérons comme étant politique. Nous avons échangé sur ce point avec M. le Premier ministre, entouré de ses collaborateurs, et nous avons rendu compte en notre demandant des échanges que nous avons eus. Et je pense que dans le cadre du suivi de la 5e phase du dialogue politique, nous allons en discuter. Dans tous les cas, le dialogue n'est pas rompu. Nous allons continuer le dialogue. Pour le ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, s'exprimant au compte du gouvernement, aucun accord politique n'a été signé de façon officielle, soulignant que les documents paraphés par toutes les parties n'ont débouché sur aucun accord sur ces questions. Depuis hier, la période liée au contentieux de la liste électorale est close. Les réclamations seront publiées par la commission électorale indépendante. Elles seront rendues publiques entre le 21 et le 29 juin. Au Sénégal, le chef du gouvernement Amadou Ba et 4 de ses ministres ont fait face à la presse ce jeudi 15 juin pour aborder des questions d'actualité face aux médias. Ils se sont exprimés sur la condamnation et la sortie de la police suite aux émeutes. Plus de détails avec Pierre Issonozué. 2 semaines après les émeutes qui ont secoué le Sénégal à la suite du verdict du procès qui opposait Ousmane Sonko à Adji Sarr, le chef du gouvernement, Amadou Ba, et 4 de ses ministres ont échangé avec les hommes et femmes des médias. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette conférence de presse, en l'occurrence les violences qui ont endeuillé le pays de la Teranga. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les journalistes, notre pays a vécu des moments tragiques
à travers des manifestations violentes qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des blessés et une destruction sans précédent de biens publics et privés. Ces manifestations font suite au prononcé du verdict du procès opposant M. Ousmane Sonko à Mlle Adji Sarr portant sur une accusation de viol et de menace de mort, précédé par les appels du leader du PASTEF à un mortal combat à la résistance. Aussi, a-t-il lancé un appel à tous ses militants et sympathisants pour de rallier Dakar pour engager le combat final, pour déloger le président Macky Sall du palais. Je l'ai cité. Je présente, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, du gouvernement et de l'ensemble du peuple sénégalais, nos condoléances aux familles qui ont perdu des proches. Après avoir visité plusieurs artères de Dakar qui ont été impactées par les manifestations survenues au début du mois de juin, les membres du gouvernement ont dit être déterminés à faire la lumière sur ces événements malheureux. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités. Les violences notées, les destructions de biens publics et privés ont des répercussions négatives et un coût considérable qui mettent en péril les emplois, les entreprises locales, tout comme les partenaires de pays amis et l'activité économique en général. Une évaluation est en cours pour estimer l'ampleur des pertes matérielles afin de déterminer les mesures à prendre au profit des entreprises et les mécanismes de soutien appropriés pour l'ensemble des victimes de ces événements. Mesdames, Messieurs les journalistes, avant-hier, j'ai visité le chantier du BRT, Bus Rapid Transit. Le spectacle est affligeant. Il en est de même pour l'université, ce temple du savoir dont les espaces académiques ont été profanés. Le préjudice économique, financier, émotionnel et réputationnel subi par la nation est inestimable. Nous condamnons sans réserve toute forme de violence, de vandalisme et de destruction. Ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés. Ils ne font qu'aggraver les tensions et peuvent engendrer des divisions au sein de notre société. Au cours de ces manifestations, plusieurs jeunes ont été interpellés et relaxés d'après les autorités. Je tiens à souligner que les mineurs et les élèves arrêtés ont été d'ores et déjà libérés et remis à leurs parents. D'autres personnes, sur qui pèsent des présomptions et des soupçons élevés, sont maintenues en détention pour les besoins de l'enquête. Le Sénégal est un pays fondé sur les principes de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Par ailleurs, le Premier ministre Amadou Ba a indiqué à la presse que son gouvernement est toujours engagé pour la recherche de la paix et de la concorde nationale. Au pays des mille collines, un mois après les graves inondations qui ont grandement endommagé les plantations de thé, un projet visant à renforcer la résilience de la théiculture fait école dans le nord du Rwanda. Les explications avec Michael Ba. Classé 5e producteur africain de thé en 2022 avec près de 40 000 tonnes, le Rwanda a envisagé une hausse de sa production de feuilles de thé cette année. Un projet qui malheureusement a pris l'eau du fait des violentes inondations du début de mois de mai qui ont dévasté de nombreux hectares de plantations. Moi j'avais 13 hectares, je pouvais gagner de l'argent, je gagnais presque entre 600 et 700 000 francs rwandais chaque mois, mais à cause de ces catastrophes, je ne sais pas quoi faire. J'avais des enfants qui étudiaient à l'université grâce à moi. Afin de pallier cette situation, le Fonds vert a mis en place des solutions adéquates, à l'exemple du projet Grindji Kombi qui accompagne les agriculteurs dans la relocalisation de leurs plantations de thé sur le flanc des montagnes.
Nous avons construit des terrasses progressives ou tranchées tous les 50 mètres. Elles ont la capacité de retenir l'eau d'une parcelle à l'autre. Elles réduisent la vitesse de l'eau, protègent le bassin versant en général et dans le même temps minimisent les inondations et les érosions des sols vers les zones humides en vallée. Encore dans sa phase pilote, le projet est déjà viable et implique 400 producteurs du district de Gikumbi. Un programme prometteur que les responsables du Fonds vert rwandais envisagent d'implanter dans d'autres localités du pays, en particulier celles qui ont été le plus touchées par les inondations. Sur initiative de l'autorité urbaine, la mairie de Goma a abrité hier une rencontre entre les différentes couches de la population pour statuer autour de la desserte en eau potable dans la ville. Le directeur de la régie de distribution d'eau qui a pris part à cette rencontre promet de se mettre au travail et appelle la population à éviter les constructions anarchiques sur le passage des tuyaux. Amourimani Christian, notre correspondant en RDC. La carence d'eau potable dans certains coins de la ville de Goma a mis autour d'une même table le maire de la ville de Goma, le responsable de la régie des eaux Nord Kivu et différentes couches de la population. L'objectif de cette rencontre était d'élever les équivoques autour du plan directeur pour l'approvisionnement de la ville de Goma. Nous avions pensé pour une bonne pédagogie d'inviter les autorités de la régie des eaux pour un échange citoyen avec les différents animateurs, les différentes structures qui gèrent aussi au quotidien notre population. L'eau, c'est aussi denrée vitale qui ne peut pas être négligée dans notre vie. Le directeur de la régie des distributions d'eau potable au Nord Kivu a rassuré la population de se mettre au travail pour des solutions durables. Pour les quartiers Virunga, Mourara, les solutions sont déjà là. Donc le directeur général a dépêché une donation de 2 groupes motopompes PEPA 9 que nous allons installer au niveau de notre captage où le pompage se fait directement dans ces quartiers-là. David Angoyo a profité de cette occasion pour appeler la population d'éviter les constructions anarchiques sur les passages de tuyaux. Mais nous avions insisté par le fait des constructions anarchiques parce que la tuyauterie principale qui dessert ces quartiers-là aujourd'hui est occupée par des constructions qui n'existaient pas avant au niveau de la faille des monts Goma. Voilà aussi une matière que nous voulons donner à la société civile de pouvoir insister, d'autant plus que cet ouvrage-là est beaucoup plus vital. La régie des distributions d'eau potable promet d'installer une usine de fabrication de compteurs à Kinshasa pour que la problématique des compteurs cesse sur toute l'étendue du pays. Goma, Amourimani Christian pour Média Afrique News. Au Mali, les militaires au pouvoir organisent un référendum constitutionnel ce dimanche. Alors qu'ils se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils en 2024, ils estiment que ce retour à l'ordre constitutionnel passe par une réforme des institutions, gage d'une stabilité retrouvée. Pourtant, ce projet est loin de faire l'unanimité dans le pays. Le point avec Karl Makemba. Approuvez-vous le projet de référendum constitutionnel ? Telle sera la question à laquelle devront répondre les quelques 8 millions de Maliens qui forment le corps électoral. Les militaires au pouvoir depuis 4 ans ont promis de passer la main aux civils après une transition qui devrait prendre fin en 2024. Ultime étape avant le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation d'un référendum qui viendrait moderniser le système institutionnel malien en vigueur depuis 1992. Entamé depuis le 11 juin avec le vote anticipé des militaires, ce processus qui se poursuit ce dimanche est loin de faire l'unanimité auprès des Maliens.
En effet, le texte renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État qui déterminera désormais la politique de la nation et non plus son Premier ministre. Le gouvernement ne sera plus responsable devant l'Assemblée, mais plutôt devant le président de la République qui aura en outre le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et pourra directement soumettre des projets de loi. Par ailleurs, le projet institue la décentralisation, la création d'une chambre du Sénat, mais aussi d'une Cour des comptes. Notons que le vote ne pourra pas se tenir dans la région de Kidal, toujours entre les mains des rebelles qui estiment que le texte ne prend pas en compte l'accord d'Alger signé en 2015. C'est donc un pays très divisé qui s'apprête à réformer ses institutions dans un contexte de guerre contre le terrorisme et d'une crise institutionnelle. Reste à savoir quelle valeur la communauté internationale accordera à ce référendum. Bientôt, des drones militaires seront fabriqués au Maroc. En effet, Israël et le royaume chérifien ont collaboré sur plusieurs projets de défense depuis la normalisation de leurs relations. Illustration faite à nouveau avec la construction des usines de production des systèmes de défense dans le pays. Michael Ba. Patrolling the South Quarter. Signé le 24 novembre 2021, à l'occasion de la visite du ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, l'accord cadre de coopération militaire entre le royaume chérifien et l'État hébreu entre dans une nouvelle phase. En effet, Israël, via l'entreprise spécialisée dans le programme militaire Elbit Systems, va construire 2 usines de production de drones dans l'ouest et le nord du Maroc. Ce projet d'implantation d'usine par l'entreprise Elbit intervient alors que le pays est en guerre contre le mouvement séparatiste du Front Polisario dans le Sahara occidental. Selon le chef du bureau de liaison israélien, Shei Cohen, une des usines sortira de terre dans la région de Casablanca. De plus, l'accord comprend également la formation conjointe et le renforcement des liens entre les industries de défense des 2 pays. Par ailleurs, en marge de cet accord cadre, un partenariat économique visant à augmenter les flux commerciaux entre les 2 pays a également été signé. Rappelons que, depuis 2020, le Maroc et Israël se sont grandement rapprochés. Une amitié naissante entre les 2 pays, possible grâce aux accords d'Abraham conclus entre Israël et les pays arabes. Le célèbre humoriste camerounais Cabrel Nandjip a perdu la vie dans un accident tragique de la route hier sur l'axe Yaoundé-Douala. Le Cameroun perd ainsi l'un de ses talents les plus appréciés, laissant derrière lui un héritage humoristique inoubliable. Cette joie de vivre, malheureusement, on ne la verra plus émaner du vivant de Cabrel Nandjip. En effet, le web humoriste camerounais a perdu la vie dans un accident de circulation hier dans la matinée. Sur l'axe Pouma-Edea, le véhicule de l'artiste a été violemment percuté par un camion. L'impact entre la berline et le semi-remorque ne laissera aucune chance de survie à Cabrel, puisqu'il sera déclaré mort quelques minutes après son arrivée à l'hôpital d'Edea. Oui, il y a un gars là! Ouais, gars là-bas! Oh, ça va! Un gars là-bas! Il est déjà garé! Ouais, gars là-bas! Cabrel Nandjip! Cabrel! Acteur, humoriste, chanteur et influenceur, il était malgré le caractère agressif apparent dans ses vidéos très sociable et généreux, n'hésitant pas à mettre son véhicule à la disposition des usagers de la route. À tout juste 33 ans, Cabrel Nandjip Niamton part dans la fleur de l'âge et laisse dans la tristesse sa famille, ses fans et plusieurs de ses collègues artistes. Ainsi se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour votre fidélité.